Dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, voici le round 45, le réseau Angers. Un procès décrit comme étant le plus grand procès organisé en France. Des chiffres à glacer le sang. 66 adultes, hommes et femmes, 45 enfants victimes de 6 mois à 12 ans violés de 1999 à 2001, 517 années de prison prononcées, 3 acquittés, 2 ans et demi d'enquête. Et combien de questions restées en suspens. En février 2002, une mère célibataire, Margot, dénonce son ex-compagnon à la brigade des mineurs d'Angers. Il aurait abusé sexuellement d'une petite fille de 5 ans. Peu à peu, l'enquête, qui va durer 2 ans et demi, mettra à jour un incroyable réseau pédocriminel et l'existence de soirées organisées chez les propres parents de la petite fille ou dans les jardins de la banlieue d'Angers. Les enfants ont même parlé de personnes cagoulées. Cela vous rappelle quelque chose? Des personnes cagoulées venues violer des enfants? Comme à Outreau? Ça alors, quelle coïncidence tout de même. Que sait-on réellement sur cette affaire décrite comme étant l'anti-Outreau, puisque à Angers, je cite, les enfants ne mentaient pas et les adultes étaient pour la plupart coupables. Source, faites entrer l'accusé. Justement, des liens sont-ils à faire avec le réseau d'Outreau? Avec d'autres victimes à Angers? Avec Véronique Liègre? Avec la disparition de Marion Wagon? Avec Zandvoort? Avec le réseau de Château-Gontier dans le département voisin? Oui, il reste beaucoup de questions autour de ce réseau, et pas beaucoup de réponses. Comme pour tous les réseaux d'ailleurs, les recherches sont fastidieuses car les informations données ne sont que partielles, éparpillées et mensongères. Commençons par retracer les faits, des premières accusations à la fin du procès afin de tenter d'y voir plus clair sur les éventuelles ramifications et réseaux satellites. Alors en février 2002, une jeune femme de 32 ans, Margot, vivant dans un foyer avec ses 2 enfants, appelle son avocate, maître Monica Paschini. Elle lui confie que son ex-compagnon, Eric, lui racontait des choses quand il faisait l'amour concernant des enfants et qu'elle avait envie d'en parler à la police. Ce que lui conseille son avocate. Margot pousse donc la porte de la brigade des mineurs d'Angers où le brigadier Catherine Mercier recueille son témoignage. Margot lui explique que pour jouir, Eric lui indiquait ce qu'il faisait à des enfants. Elle a longtemps cru qu'il ne s'agissait que de fantasmes. Jusqu'à ce qu'il évoque le nom d'une petite fille, Marine, qui se trouve être la fille d'un couple d'amis. Elle a 5 ans. Allons du côté de ce personnage, Eric, 5 ans plus tôt. Le 30 janvier 1997, le tribunal correctionnel d'Angers le condamne à 4 ans de prison ferme avec 1 an de mise à l'épreuve pour attouchement sur mineur. En effet, il a avoué avoir violé une dizaine d'enfants de 1 à 10 ans, dont ses propres enfants et nièces. 10 enfants de 1 à 10 ans. 4 ans de prison. Encore des chiffres qui font froid dans le dos. Nous sommes en 1997. Eric devrait donc sortir en 2001, mais il se retrouve dehors en 1999 sous libération conditionnelle. Il n'a donc fait que 2 ans de prison pour avoir abusé d'une dizaine de bambins, soit moins de 2 mois et demi par enfant. La France, un pays qui protège vraiment ses enfants? Alors, qui est cette petite Marine? Marine a 4 ans en 99. Elle est en maternelle, petite fille chétive, aux grands yeux bleus, joyeuse, mais qui par moments n'est plus là, dixit sa maîtresse de l'époque. Le caractère de la petite intrigue la maîtresse, ainsi que l'aide maternelle de la classe. Cette dernière constate une activité masturbatoire intense au moment de la sieste, moment de grande nervosité pour Marine. Après l'avoir questionnée à ce sujet, Marine dira, je cite, « C'est mon papa qui me fait ça pour m'endormir le soir quand il vient dans ma chambre. Et parfois, il met un masque pour rigoler. » Très très drôle. Les révélations de Marine vont amener la maîtresse à faire un premier signalement. Les parents sont convoqués et Marine interrogée. À la psychologue, elle confirmera avoir été abusée, mais pas par son père. C'est son grand-père paternel qu'elle accuse ce jour-là. Elle ajoutera avant de partir en chuchotant « Ma sœur aussi ». Les parents, Franck et Patricia, sont convoqués par les services sociaux. Très vite, la maman Patricia s'effondre et raconte que elle aussi, petite, a été victime. Finalement, le grand-père paternel est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour abus sexuels.
Quelle peine exemplaire! Les services sociaux mettent la famille sous tutelle et tout semble rentrer dans l'ordre. 6 mois plus tard, l'institutrice de Marine sonne de nouveau la sonnette d'alarme. À juste titre, elle raconte que Marine cherchait souvent à retrouver un camarade de la classe, qui se trouve être un petit voisin, et ils simulaient ensemble, avec des gestes très évocateurs, des scènes de relations sexuelles. Lorsque l'institutrice lui demande pourquoi ils font ça, et où elle a vu ce genre de choses, Marine, comme si cela était d'une banalité affligeante, raconte, je cite, « On fait ça à la maison, dans le salon. Maman est là. Elle rit et prend des photos. On est tous nus. » L'enseignante prévient, cette fois-ci, la police. Mais en septembre 2000, Marine change d'école et elle n'entendra plus parler de rien. Les services sociaux enquêtent et insistent sur le caractère incestueux de cette famille auprès du juge des enfants et préconisent dès octobre 2000 le placement des enfants. La juge demande alors aux policiers de la brigade des mineurs d'Angers de perquisitionner l'appartement familial. Le brigadier Mercier décrira un appartement très sale où Patricia lui montrera les albums photos pour lui prouver qu'il n'y a pas la moindre photo de ses filles nues et encore moins avec les adultes que Marine aurait décrits. Ils concluront seulement que c'étaient des suites des abus perpétrés par le grand-père paternel. Marine ne parle plus. Il ne se passe plus rien, de visible à l'extérieur de leur huis clos, bien évidemment. Jusqu'en 2001, où la tante de Marine prévient la police et accuse Franck et Patricia de maltraiter leurs enfants. Les parents vont alors tous les deux, lors de la garde à vue, accuser Eric d'avoir abusé de Marine. Marine est entendue par le commandant Lopéo. Prostrée, au bord du rachitisme, elle finira par livrer que oui, elle connaît Eric, mais qu'il ne lui a rien fait. Je cite, « Il m'a juste mis un crayon dans la bouche. » Une expertise psychologique aurait pu démontrer qu'il s'agissait de toute autre chose qu'Eric aurait mis dans sa bouche. Les parents sont mis sous contrôle judiciaire, libres donc, et leurs enfants leur sont retirés. Voilà où nous en sommes simplement lorsqu'en 2002, Margot, l'ex-femme d'Eric, arrive à la brigade des mineurs d'Angers avec ses révélations. Les policiers attendront 3 semaines avant d'interpeller Eric et les parents de Marine. Fabienne Lopéo n'est pas étonnée de retrouver Eric cité dans une affaire, mais pour l'instant on n'en parle que de fantasme. Or, un fantasme n'est pas pénal. L'enquête commence donc autour de cette famille et d'Eric. Patricia raconte que si elle refusait de livrer sa fille, elle était battue. Vous l'aurez compris, elle se présente comme étant une victime. Elle confirme ce que dit Margot à propos de Marine, mais raconte que ses autres enfants et ceux qu'elle ramène de l'école se font également abuser. L'avocate de Patricia, maître Vimont, l'encourage à lister les noms de tous ses enfants. 13 prénoms d'enfants sortiront. Lorsque les deux époux sont mis face à face, Patricia se contentera de réaffirmer ses aveux, mais Franck voudrait en dire plus. Ce qui va ébranler Patricia et la faire changer d'attitude. Elle souhaite faire d'autres révélations, mais veut que son mari sorte. Elle se livrera par écrit, précisant que Franck et Eric l'ont menacée de mort. Elle se déballonne et à la fin de l'enquête préliminaire, 18 noms d'enfants auront été cités. Elle finira par ajouter « Demandez à Margot, elle sait tout. Elle a fait aussi. » Eric, lui, ne reconnaît rien de rien, et dit aux enquêteurs qu'il ne signera jamais le procès-verbal. Les parents sont écroués et la juge d'instruction demande à la brigade des mineurs d'identifier les enfants cités et d'interpeller les adultes. Margot est interpellée, une maîtresse d'Eric, Lydia, une certaine Lydia, et 2 frères pédophiles déjà condamnés, Philippe et Didier. Au total, 7 adultes sont arrêtés en 1 semaine, 4 hommes et 3 femmes. Philippe avoue facilement, mais son alter pédo, lui, est beaucoup plus retors. Ce Didier va intriguer les enquêteurs. En effet, ce RMiste a un train de vie bien élevé. Bar à hôtesse qu'il fréquente assidûment, champagne, etc. On parle de dépenses allant de 6 000 à 12 000 francs par mois, soit 900 à 1 800 € par mois, rien que pour les bars à hôtesse. Les enquêteurs préparent une nouvelle vague d'arrestations quand la presse s'en mêle.
Le procureur de la République d'Angers, Marc Deserre, organise une conférence de presse et accepte le duplex en direct du soir même. Alors que nous sommes juste au balbutiement de l'enquête. Il se prête de bonne grâce à la médiatisation et s'offusque du comportement des maires dans cette affaire. Le commandant Lopéo rendra un rapport signalant que la médiatisation de cette affaire leur cause beaucoup de tort. Car des personnes pas encore inculpées pourraient détruire des preuves. Nous y reviendrons. Les policiers découvrent que tous les adultes inculpés se connaissent et habitent le même quartier. Les langues se délient. Une certaine Nathalie raconte qu'elle devait amener ses nièces, qu'elle n'avait pas le choix, car Franck ainsi que son ex-compagnon la menaçaient. Elle confie que ses nièces allaient jouer dans la chambre des filles de Patrick et Patricia et que les femmes buvaient le café ou, je cite, l'alcool. Ce qu'ils nous proposaient, quoi. J'entendais des cris. Arrête, tu me fais mal. Tous les enfants pleuraient et les parents restaient dans le salon à les regarder. Elle finira par ajouter que les mères ne faisaient pas que boire le café. Même entre eux, ils faisaient ça, devant les enfants. Une autre accusée, Martine, dira également que les femmes participaient et abusaient également de leurs propres enfants. La question de l'argent se pose inévitablement. Patricia est décrite comme étant la trésorière. On parle d'une grosse boîte en fer, d'échange d'argent mais également de denrées alimentaires. Il y a une histoire de notable là-dessus, parlons-en. La plupart des parents fournisseurs ne s'enrichissaient que peu à travers la prostitution de leurs enfants. Des enfants ont été fournis en échange de denrées alimentaires ou de paquets de clopes. Cependant, les criminels centraux du réseau en tiraient des revenus plus importants. Franck, le principal organisateur du réseau, et sa femme ont admis gagner entre 150 et 300 euros par semaine au travers de leur activité criminelle, ce qui supposait que des personnes avec des revenus plus confortables venaient abuser des enfants. Il a aussi été établi que Didier dépensait entre 6 000 et 12 000 francs par mois rien que dans les bars à hôtesses comme nous l'avons vu plus haut. Des victimes ont décrit des clients costumés et cagoulés par sécurité. Certains cagoulés étaient des parents, qui ne voulaient pas être reconnus par les enfants, mais d'autres n'ont pas été identifiés. Les enquêteurs ont pensé qu'il pouvait s'agir de clients plus fortunés. Parmi eux, un soixantenaire et plusieurs femmes tatouées, dont une jeune femme de 20 ans. Un des cagoulés venait abuser des enfants dans une grosse cylindrée d'une marque prestigieuse. Les inculpés ont aussi décrit un homme d'origine maghrébine qui récoltait l'argent. Les enquêteurs ont parfois pensé avoir trouvé ses membres plus aisés du réseau. Un journaliste d'un quotidien régional d'Angers avait ainsi été incarcéré. Il a d'ailleurs été condamné lors du procès sur l'affaire. Une assistante sociale, dont les 2 filles avaient été prostituées par leur père dans le cadre de ce réseau, a aussi compté parmi les personnes suspectées par les enquêteurs. Son ex-mari avait été le premier à parler des cagoulés tout en l'accusant. Un couple mis en cause dans le réseau et les propres enfants de l'assistante sociale avaient dit qu'elle leur avait ordonné de ne rien dire. Les enquêteurs ont pensé qu'elle pouvait avoir été le connecteur entre les criminels. Elle n'a cependant été mise en examen que pour des non-dénonciations, après que les adultes l'ayant accusée se soient rétractés. Elle a également été condamnée. Quand le procès a débuté, une instruction est restée ouverte en parallèle pour identifier ces personnes cagoulées. Qu'en est-il aujourd'hui ? Mystère et boule de gomme. En attendant le procès, les enfants sont placés avec, en guise de baluchon, des séquelles psychologiques indéniables. La première fois que Marie, 4 ans, est venue voir maître Jacques Monnier, elle l'a fixé, une demi-heure, sans lâcher un mot, avant de s'affaler sur la chaise brusquement, bras en croix, jambes écartées. Ce que la nourrice a traduit en ces termes, elle s'offre à l'homme. Paula, 4 ans, elle ne parle pas, mais vomit tous ses repas. Je cite, « Elle a été contrainte à tellement de fellation que tout ce qui lui passe par la bouche est insupportable », dit maître Meriem Baba-Roncière. Les procès. Parlons du premier procès. Au bout de 2 ans et demi d'enquête et de procédure judiciaire, le procès de 66 personnes de France accusées de pédophilie s'ouvre le 3 mars 2005. Il durera 5 mois. Tous les accusés sont présents.
Il se tient dans un huis clos partiel, en présence de la presse, mais pas de public. Une salle a été spécialement prévue pour accueillir ce procès hors norme. À la mi-avril 2005, la Cour diffuse des auditions des enfants qui ont été filmés. Marine, qui est au centre de toute cette affaire, donne à l'un des policiers chargés de l'enquête un dessin qui montre son envie de revoir ses parents malgré la situation. Les mères des enfants, dont certaines se retrouvent sur le banc des accusés comme la sœur de Patrick, pleurent en voyant les auditions. Mais la plupart des hommes ne semblent pas éprouver le moindre sentiment. Eric et Franck, pendant ces 5 mois de procès, nient les accusations. Les policiers n'ont pas pu apporter de preuves matérielles concernant la culpabilité des accusés. En effet, les seules preuves éventuelles auraient été des photos et des enregistrements pris lors de certains viols, mais ces preuves ont été brûlées au dire de Patricia. Aucune trace de coups ou de violence n'était visible sur le corps des enfants. Fin juillet 2005, à la fin du procès, les jurés condamnent Franck, le père de Marine, à 18 ans de prison. Le père de Franck est condamné à une peine de 15 ans, il violait son fils Franck quand il était enfant, tandis que sa femme Patricia écope de 16 ans. Eric est condamné à 28 ans de prison et échappe de peu à la peine maximale. 3 des 66 accusés sont acquittés et 12 d'entre eux feront appel de la décision. Ce procès suivant de quelques mois celui d'Outreau, qui se termina par la bérésina judiciaire que l'on sait. Au contraire, l'instruction de l'affaire Angevine et le procès d'il y a plus de 10 ans sont aujourd'hui salués comme des réussites judiciaires. En d'autres termes, les méchants violeurs, incultes et analphabètes ont bien été punis. Il n'y a que cette catégorie de la population qui peut commettre ces atrocités. Mais, et les cagoulés avec leurs grosses voitures cylindrées ? Silence radio. Tout comme à Outreau, les preuves matérielles manquent. Enfants et accusés évoquent des photos dont on ne retrouvera aucune trace. Je cite. Des prévenus ont dit les avoir détruits après la lecture d'un article dans Détective, poursuit le vice-procureur. Comme à Outreau, les experts ont jugé les enfants crédibles et très perturbés. Les expertises médico-légales n'ont pas décelé de rupture de l'hymen pour les filles, mais elles attestent de lésions anales dans au moins 3 cas compatibles avec des pénétrations. Comme à Outreau, la plupart des enfants étaient suivis par le biais d'une assistance éducative. Certains, placés, auraient même été prostitués par leurs enfants quand ces derniers exerçaient leur droit de visite et d'hébergement. Je cite. Avant d'être placés, en juillet 2001, les enfants du couple Patricia et Franck ont fait l'objet d'une mesure de protection dès mars 2000, relève maître Monique Vimon, l'avocate de Patricia. Donc ils étaient censés voir des psychologues, des assistantes sociales. Des éducateurs devaient se rendre à leur domicile. Sont-ils venus assez souvent ? Y a-t-il eu une bonne communication entre les services ? Les époux V étaient-ils assez malins pour tout dissimuler ? Ce procès sera aussi celui des services sociaux. Un autre point noir est à souligner dans ce dossier. Dans le nombre ahurissant de coupables surnagent des pédophiles déjà condamnés et sous la main de la justice. Eric était alors en sursis avec mise à l'épreuve. Comme Philippe R, Bernard L et quelques autres accusés, observe maître Rouillet, dont le client Franck était sous contrôle judiciaire de juillet 2001 à février 2002, ces gens avaient donc des comptes à rendre à des juges d'application des peines et des éducateurs et à des psychiatres. Alors, soit ils ne respectaient pas leurs obligations et on aurait dû les envoyer en prison, soit le sursis avec mise à l'épreuve c'est du flan, sans aucun contrôle inopiné avec uniquement des vérifications formelles sur convocation. En effet, faute de moyens, en 1999, le juge d'application des peines d'Angers, il n'y en avait qu'un, et les services d'insertion et de probation suivaient 2087 personnes. Je cite. Compte tenu du passé pénal d'Eric, qui a eu 2 enfants avec ma cliente en 2000 et 2001, on aurait dû le surveiller plus qu'un individu lambda, non ? S'interroge maître Monica Paschini. Le 24 janvier 2001, Eric est jugé en correctionnel pour des vols. Or, dans un avis daté du 19 janvier 2001,
Le juge d'application des peines constate qu'Eric ne respecte qu'épisodiquement l'obligation de soins et qu'un encadrement judiciaire s'impose, afin de veiller aux agissements de Monsieur J vis-à-vis des enfants qu'il est amené à côtoyer. Plus largement, ce procès pose le problème du suivi des délinquants sexuels, observe maître Myriam Baba Concière, autre défenseur des enfants. À cette période, le Conseil général a créé un comité vigilance pédophilie, qui devait permettre d'échanger entre justice et aide sociale à l'enfance des données confidentielles sur des personnes déjà condamnées. 3 petits points. Le procès en appel. En mars 2007 s'ouvre le second procès d'Angers qui se déroule à Nantes. Il durera 1 mois. Franck n'a pas fait appel de la décision et ne participe donc pas à ce procès. Parmi les 12 accusés, tous des hommes, il y a Eric, Moïse, Jean-Marc, le frère d'Eric. Durant ce procès, Sabine, une des victimes désormais majeures, témoigne de ce qu'elle a subi. Elle raconte comment Eric, qui n'a rien raconté lors du premier procès, la violait dans sa voiture et lui interdisait de parler du viol en la menaçant de mort. Puis un autre témoignage dénonce Jean-Marc, lui aussi niait tout, qui admet au cours du procès avoir participé au viol. Par ailleurs, Franck, qui a admis également les viols qu'il a commis, adresse une lettre à ses victimes. Il exprime ses regrets et demande à être pardonné des enfants. L'une des avocates des enfants estime que cette lettre est un stratagème, lui permettant d'obtenir une peine moindre. Le 17 avril 2007, les jurés condamnent Eric à 28 ans de prison, peine inchangée, tandis que Moïse et le frère d'Eric, parmi d'autres, voient leur peine réduite d'1 an ou légèrement allongée. Alors, un réseau totalement démantelé ? Voyons voir. Le procès terminé, les individus condamnés, on pourrait penser que oui, justice a été rendue. Ceci dit, dans l'affaire du réseau d'Angers, comme à Outreau, ceux qui tiraient les ficelles du réseau n'ont même pas été inquiétés. Je cite, « Une instruction est toujours en cours à Angers afin de reconnaître les individus non identifiés cachés sous des cagoules pour violer des enfants », lisait-on dans Le Parisien en 2005. Cas classique de saucissonnage d'une enquête, tout comme à Outreau, on sépare les dossiers afin d'obtenir un maximum de non-lieux, d'acquittement, voire même d'enterrer les affaires gênantes, sans même faire mine d'organiser un procès. Des similitudes avec Outreau ? Des chômeurs qui ne vivent que d'allocations louent leurs enfants à des personnes plus ou moins identifiées, mais qui parviennent à se tirer des griffes de la justice, et pour les plus élevées d'entre elles, à ne même pas être inquiétées. Des liens avec d'autres événements ? Une autre affaire de pédocriminalité dans la région d'Angers a fait parler d'elle au début des années 2000. Véronique Liègre dénonça en 1996-97 ses parents pour viol à l'âge de 17 ans, fait qui serait déroulé depuis 1984 dans leur maison de Jalais près d'Angers. Véronique était alors âgée de 5 ans. Les dénonciations ne se sont pas limitées à ses parents puisqu'elle affirma avoir été abusée par des amis de ses parents et prostituée auprès de gens fortunés et de notables, environ une 50aine de clients. Elle affirmera que le réseau qui l'exploitait sexuellement était couvert par des magistrats. Les viols auraient été filmés et photographiés. Elle affirma également qu'une 20aine d'enfants de la région d'Angers auraient subi le même traitement. Il est à noter que plusieurs intervenants sociaux avaient signalé à la justice le cas de la famille Liègre, mais aucune suite n'a été donnée. Évidemment, seuls les parents Liègre se sont retrouvés au tribunal. À cette époque, on ne parlait pas encore du réseau pédophile d'Angers, alors qu'il pourrait s'agir de la même nébuleuse. Tout comme à Outreau, les trop rares coupables ont été fortement soupçonnés de proxénétisme. Mais alors, qui a payé ? D'où venait l'argent ? Et pourquoi tout le monde garde le silence à Jalais ? L'histoire ne s'arrête pas là. Véronique Liègre a également parlé de cérémonies où participaient des gens se revendiquant du martinisme, un courant sataniste créé par le grand maître franc-maçon Papus. Obscur courant qui se réclame du catholicisme. Elle a dit avoir participé à des messes noires pendant lesquelles des enfants étaient violés et des sacrifices d'enfants avaient lieu. Elle aurait participé à certains de ces rituels dans des villes telles
Cajans, Jalais, Nanterre, Londres ou Bruxelles. Elle a dit avoir été forcée, sous la menace d'une arme, de sacrifier un enfant en 1994. L'homme qui menaçait Véronique Liègre d'une arme aurait été chef de gendarmerie. Les enfants abusés par la secte auraient été fournis par leurs parents contre de l'argent. Ceux sacrifiés étaient des enfants sans existence légale, des immigrés africains ou des enfants nés de viols et donc non déclarés. Les corps étaient ensuite éliminés au moyen d'acide ou brûlés avec de l'essence. Une des personnes qu'elle accusait de participer à ces cérémonies occultes avait été mise en examen pour le viol de ses propres enfants, mais il avait obtenu un non-lieu. La mère et le père de Véronique Liègre ont finalement été condamnés en novembre 2001. Ils ont respectivement été condamnés à 16 et 12 ans de prison pour le viol de Véronique Liègre et de leurs autres filles. Ils ont évité d'être condamnés pour proxénétisme, bien évidemment. Seule une des personnes accusées a été amenée devant un tribunal en dehors des parents de Véronique Liègre, mais seulement pour attouchement sexuel. Dans son témoignage, elle évoque Marion Wagon, disparue en 1996, et qui, selon elle, aurait été retenue pendant un temps dans la région d'Agen, là où elle a été enlevée. Nous n'en apprendrons pas plus. Soulignons enfin que ce réseau de notables pédophiles se rapprochait d'Aleister Crowley par la magie sexuelle. Pour résumer, oui, nous sommes bien en France, et ne croyez pas que la région d'Angers ait été nettoyée de tous ces vicieux et pervers personnages. Aucun des meurtres n'a été élucidé ni recensé. D'autres liens peuvent être faits puisque Véronique Liègre s'est reconnue sur des photos pédocriminelles d'un CD-ROM, ce dernier en provenance de Zandvoort, aux Pays-Bas, contenant des milliers d'images pédocriminelles mettant en scène des viols et des tortures d'enfants. Elle a également reconnu 5 autres enfants de sa connaissance sur les photos. Seule la galerie de photos établie par la police hollandaise lui a été montrée. Or, elle a su décrire de manière exacte le reste de la photo d'une de ses connaissances reconnues alors qu'elle n'avait devant elle qu'un gros plan resserré de la tête de la victime. Selon les investigations du CID, l'association suisse ayant reçu le témoignage de Véronique Liègre, le réseau ayant abusé d'elle aurait été en lien avec un autre réseau en Ardèche. Un réseau où, encore une fois, selon d'anciennes victimes, exploitation commerciale de la pédocriminalité et cérémonies satanistes avec des enfants sacrifiés semblent intimement liés. En marge du procès de pédophilie d'Angers, 8 personnes ont été mises en examen, dont 6 placées en détention provisoire dans le cadre de l'affaire du réseau de pédophilie découvert en Mayenne, département limitrophe. Près de 10 victimes ont été dénombrées, âgées entre 1 an et 16 ans. Certains ont été mis en examen pour corruption ou non-assistance à personne en danger, d'autres pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, parfois des membres de leur famille. Je cite: « Les noms d'un certain nombre d'accusés du procès d'Angers ont été cités dans le cadre de cette enquête », a précisé le procureur Varin. Cette seconde enquête a débuté sur la base d'une dénonciation adressée à la PJ d'Angers pendant que tous les médias couvraient l'audience au cours dans la ville. L'interlocuteur de la police judiciaire a expliqué en substance qu'il manquait des accusés dans la salle d'assises et a livré les noms des absents, les nouveaux suspects. Les faits dénoncés se déroulaient dans le secteur de Château-Gontier en Mayenne. Il est très difficile de conclure sur cette affaire. En effet, de nombreux hommes et femmes ont été condamnés, mais tellement d'autres ne l'ont pas été. L'histoire semble se répéter inlassablement, sans que la lumière soit faite en totalité, et toujours tant de questions sans réponse. Pourquoi un tel silence autour de ces crimes atroces? Pourquoi aucune étude n'est menée sur ce qu'on appelle les abus sexuels rituels? Parce que les médias nous font croire que cela n'existe pas chez nous. Pourtant, des histoires pareilles, ce n'est pas ce qui manque ici et ailleurs. Ça fait quand même beaucoup de menteurs. Notre ignorance et leur pouvoir. Voici une petite actualisation de cette affaire.
2 frères condamnés au procès d'Angers en 2005, à nouveau jugés à Nantes. Cette affaire pose la question de la récidive et de l'après-prison en matière de pédophilie. 2 frères condamnés en 2005 lors du retentissant procès d'Angers ont été jugés ce mercredi à Nantes. Nous sommes là donc en 2018. 2 frères condamnés et on les retrouve toujours plus tard, plus loin. Donc l'aîné, âgé de 52 ans, est soupçonné d'atteinte sexuelle sur un petit garçon cette fois-ci. Donc, comme à chaque fois, on les retrouve à l'extérieur et ils sont de nouveau condamnés ou cités dans des affaires. Fin janvier 2018, cela fait plusieurs mois que les 2 frères sont sortis de prison. L'aîné reçoit à son domicile à Nantes pour une soirée d'anniversaire. Il invite une amie qui vient avec son fils de 4 ans. L'enfant s'endort sur place et c'est là que les atteintes sexuelles se produisent, assure le frère en pleurs à l'audience. Parlant de son aîné, il affirme, je cite, « Il n'a jamais voulu reconnaître le mal qu'il fait aux enfants. Le petit a aujourd'hui 5 ans. Aujourd'hui, l'enfant ne grandit pas bien. Il est prostré. Avant, il bougeait, il criait, » explique l'avocate qui représente le petit garçon. Le plus âgé des 2 frères nie les faits reprochés. Le ministère public hausse la voix. « Combien d'enfants avez-vous agressés ?» La réponse est déconcertante. Je cite, « Je ne les compte plus. Il y a eu ma fille, mon frère, ça se pourrait. Et moi, alors, j'ai bien été violée par un prêtre ?» dit l'aîné des 2 frères. La mère, à qui il est reproché de ne pas avoir rempli ses obligations légales de parent et d'avoir compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, n'est pas présente à l'audition. Elle est hospitalisée, dit pudiquement la présidente du tribunal. Dans sa plaidoirie, l'avocate qui représente l'enfant a des mots déchirants. Elle compare le petit garçon à une poupée de chiffon contre qui on peut dormir, se serrer. Agathe Bignan évoque une nuit d'horreur et dénonce l'irresponsabilité de la mère de l'enfant. Je cite, « C'est sa mère, elle doit le protéger. Elle sait que les 2 hommes chez qui elle se trouve sont pédophiles. Ils sont alcoolisés et elle décide de laisser son petit garçon auprès de ces 2 hommes. » Les mots utilisés par la procureure Karine Lebrun dans son réquisitoire sont tout aussi glaçants. Je cite, « À voir cet homme arriver dans le box, une image s'imposait à moi, celle d'un enfant qui pèse 15 kilos face à un homme qui en fait 125. » Et de rappeler que le code pénal en matière de récidive de pédophilie prévoit 20 ans de réclusion criminelle. Je cite, « Vous jugez un homme à qui l'on reproche plusieurs faits d'agression sexuelle sur un enfant de 4 ans, un homme qui est interdit de contact avec les mineurs et qui est jugé pour l'agression d'un 11e enfant. » Les 2 frères écoutent sans grande réaction. L'aîné a l'air songeur, le cadet baisse parfois la tête. Quant au traitement, des hormones régulièrement injectées qui empêchent d'avoir des érections, la magistrate est dubitative. Je cite, « Je ne vois pas dans le traitement une solution miracle. » En conséquence, ces réquisitions sont, elle le dit elle-même, exceptionnelles. Je cite, « L'enjeu, c'est qu'on n'ait pas de 13e ou de 14e victime. » Pour privilégier l'intérêt de la société et juger de la gravité des actes, la procureure demande 9 mois d'emprisonnement assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour la mère de la victime, 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois de mise à l'épreuve pour le frère cadet qui a fini par dénoncer son aîné, et 10 ans d'emprisonnement assorti d'un maintien en détention pour le frère aîné. Marie-Emmanuelle Beloncle, qui défend la mère de la victime, explique que cette femme de 33 ans reconnaît ne pas avoir su protéger son enfant. La robe noire parle de soirées alcoolisées et de maltraitance involontaire. Et elle rappelle que sa cliente ne s'est pas opposée au placement de ses 3 enfants. Cette trentenaire a un important problème d'alcool. Elle est hospitalisée à temps complet depuis le 1er avril dernier. Sarah Odolante Bouganjiwa, qui représente les intérêts du frère cadet, dit que son client est partagé entre sa loyauté à son aîné et la volonté de s'en détacher. Elle insiste en disant que c'est grâce à cet homme que l'instruction a eu lieu. C'est lui qui révèle l'affaire, insiste-t-elle, même si il le fait 5 mois après les faits.
Après plus de 4 heures d'audition, Olivier Renard termine la boucle des plaidoiries. Il défend le prévenu principal, celui qui nie, celui qui est soupçonné d'avoir infligé des atteintes sexuelles au petit garçon de 4 ans et qui est montré du doigt par son frère. Je cite « Je n'ai pas tellement la preuve de l'innocence de mon client à vous apporter, mais attention à ce qui a pu se passer dans l'histoire de ces deux hommes et attention aux raccourcis qui font que quand on a été condamné 5 fois, la 6e, vous êtes forcément l'auteur de ce qu'il vous est reproché. » Olivier Renard. Les derniers mots de son client sont, je cite, « Je n'ai rien à perdre. J'ai peur de ce qui se passera en prison et j'ai peur que mon nom apparaisse dans le journal. » La présidente du tribunal correctionnel, Sylvie Rousteau, rend son délibéré peu après 23h30. Les 3 prévenus du procès sont reconnus coupables et condamnés. La mère de l'enfant écope de 8 mois de prison avec sursis, le frère cadet de 36 mois de prison, le frère aîné de 10 ans d'emprisonnement avec 20 ans de suivi socio-judiciaire, interdiction de contact avec les mineurs et maintien en détention. Et nous poursuivons avec cette banale histoire de récidive. Finalement, comme pour beaucoup d'affaires, rien d'exceptionnel. Ils ne sont pas traités, ils ne sont pas enfermés à la hauteur de leur crime et donc ils récidivent. Voici le procès d'Angers et les dossiers connexes. Alors, le procès du réseau pédophile d'Angers en 2005, donc comme on l'a vu, c'était 65 accusés et 45 enfants victimes âgés de 6 mois à 12 ans. L'enquête avait été ouverte suite à une plainte déposée en novembre 2000 par une adolescente de 16 ans pour des faits survenus entre 91 et 93 visant les frères Joubert. Les faits incriminés par la justice s'étendaient de janvier 1999 à février 2002. À l'origine du réseau qui s'est constitué à Angers, il y avait un pédophile déjà condamné, donc un certain Éric Joubert, qui fréquentait le couple V, Franck et Patricia, depuis sa sortie de prison. Assez vite, les viols des enfants V, puis d'autres enfants de l'entourage deviennent un business, et madame tient la caisse. À Angers, 3 pôles de proxénètes d'enfants ont été identifiés. Éric Joubert et son frère, le couple V, Patricia et Franck, et 2 autres frères, Didier et Philippe R, qui viennent donc d'être à nouveau condamnés à Nantes, comme nous l'avons vu. Il y a aussi des auteurs qui n'ont jamais été identifiés, des films qui n'ont jamais été retrouvés, des dossiers qui ont été séparés du dossier principal. Voici comment donc se termine cette histoire à Angers, où, tout comme à Outreau, les enfants étaient à peine défendus, et où tout le monde n'a pas été mis derrière les barreaux. À bientôt pour une prochaine affaire des réseaux pédocriminels qui n'existent pas.